Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier débat de l'après-midi consacré, après le déjeuner, c'est normal, à l'alimentation, à l'agriculture, à penser, à repenser peut-être la productivité de la terre. C'est le thème donc de notre premier débat. L'agriculture, secteur primaire, disait-on, on sait que c'est surtout un secteur primordial pour nos économies. L'agriculture, secteur dépassé. On voit aujourd'hui que c'est un secteur d'avenir. Les enjeux autour de l'alimentation sont au centre de toutes les réflexions. Nous allons donc en débattre aujourd'hui avec quatre personnalités qui vont me rejoindre. J'appelle d'abord Bruno Le Maire, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture, pardon, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité. Monsieur Bruno Le Maire, merci. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Lars Olofsson, qui est le président d'un grand groupe, du premier groupe français de la distribution. Lars Olofsson, président de Carrefour. Merci Lars. Bonjour. J'appelle ensuite Philippe Desbrosses, qui est le pionnier du mouvement agricole biologie, qui va nous rejoindre. Et puis Perrine Hervé-Gruyer qui va nous rejoindre, qui est aujourd'hui une agricultrice qui va nous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour Perrine. Alors Perrine, pour commencer, on va d'abord voir un petit film qui présente votre activité, puisque des personnalités à la tribune, vous êtes là pour l'instant, mais pas pour longtemps, la moins connue. Donc on va voir un petit film qui montre l'activité que vous avez développée en Normandie. Moi, j'étais juriste international, tout d'abord à Tokyo. Mais je me posais beaucoup de questions quand même, quant au sens de se lever tous les matins pour faire gagner des millions de dollars à une boîte qui finalement en faisait quoi, mis à part répartir les dividendes parmi les actionnaires, payer ses salariés. Donc ça me titillait pas mal. J'avais une envie de sens, un vrai questionnement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de recréer un écosystème aussi naturel que possible. La nature, elle arrive à produire des écosystèmes super riches, sans boulot, sans énergie fossile, et ça marche très très bien. Et en fait, la permaculture, c'est un système de conception des installations humaines avec pour objectif de créer des installations qui soient durables et harmonieuses. Et ça s'inspire beaucoup de la nature. J'enfonce ma main et j'ai une terre de rêve. Il y a des gens qui ont une femme de rêve et des paysans qui ont une terre de rêve. Là, t'as les deux. Et l'un n'empêche pas l'autre, exactement. Mais pour toute la partie culture, il n'y a plus une goutte de pétrole qui est utilisée. Et ce qui est fascinant dans ce modèle-là, en permaculture, c'est que c'est un modèle qui est plus productif, avec pratiquement pas de recours aux énergies fossiles. Et ça, c'est très rare, parce que généralement, dans les activités humaines, plus tu produis, plus tu pollues. Nous, on a fait une partie du job, la nature a fait le sien, et tout ça en vue de créer de l'abondance, Et on produit actuellement de quoi remplir 80 paniers de légumes hebdomadaires. Pour 5000 m², c'est énorme. Tu peux créer une ferme qui va nourrir 10 familles sur 1000 m², par exemple. Ça ouvre la perspective à tout un chacun, peut-être de redevenir paysan à temps partiel, des sortes de néo-paysans des temps modernes, tout en gardant un job avec une caméra, un ordi ou prof quelque part. Tu peux consacrer 2 jours par semaine à être paysan dans ton jardin. Je crois que la permaculture, c'est une invitation à habiter la terre différemment. On vit une époque où on a maintenant des outils qui te permettent à la fois un enracinement local et une ouverture sur le global. L'ordinateur et l'Internet sera un outil de travail aussi bien qu'un râteau ou une binette. Le projet Terra Vitae, c'est permettre aux personnes qui aimeraient suivre le même parcours que nous, mais en plus simple, d'avoir un parcours justement balisé. L'objectif, c'est de concevoir des fermes d'un nouveau type, totalement vertueuses d'un point de vue écologique et sociétal.
Et il faut mettre en place des formations qui soient courtes, qui soient denses, qui soient très pratiques et adaptées à un public qui n'est pas né le cul sur un tracteur. Souvent, les gens nous disent, mais alors c'est revenir à l'âge de pierre. Hein, souvent, quand les gens parlent de préservation de l'environnement, d'actions comme celle-là, c'est pas revenir à ce qui se faisait avant, c'est vraiment anticiper et créer, inventer le monde de demain et l'agriculture de demain. Perrine, vous allez, avant d'être soumise à la question de nos étudiants, première question, je voudrais juste me permettre de vous poser une question. Moi, comment vous en êtes arrivé là? Parce que je regardais votre curriculum vitae, c'est stupéfiant, vous avez déjà tout fait. Vous aviez participé au championnat du monde de basket, au championnat de France de basketball, vous avez été juriste d'un grand groupe en Chine et au Japon, vous avez également été psychothérapeute, voilà, et maintenant vous êtes dans la permaculture. Et je ne veux pas dire votre âge, mais vous êtes très jeune. Donc comment vous avez fait tout ça? Et comment vous en êtes arrivé là? Je ne sais pas si mon parcours est explicable comme l'on va d'un point A à un point C. Pour tout vous dire, j'ai suivi un fou, un créateur génial, illuminé en la personne de mon mari qui est dans la salle, qui m'a dit un beau jour, on était dans une dynamique d'autosuffisance, donc on faisait notre petit potager. La motivation était vraiment de pouvoir nourrir notre famille avec des produits sains, de revenir à la campagne, de donner un sens à notre vie. C'était une véritable quête de sens. Il m'a dit un jour, chiche et cygne, nous créions une ferme, mais professionnelle, vraiment des fermiers. Je dis, bah, écoute, si tu veux, si ça te fait plaisir, tu fais. Moi, je te donne un petit coup de main de temps en temps. Et naïvement, je pensais que l'agriculture, c'était ça. On pouvait donner un petit coup de main de temps en temps. Eh bien non, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et voilà comment nous sommes arrivés à cette aventure de création de ferme il y a 4 ans. Il y a 2 ans, la découverte de la permaculture a été une véritable révélation pour nous. Et je crois que nous avons aujourd'hui, en dépit des difficultés, tous les jours, l'honneur et le privilège de nous dire, quand nous nous levons le matin, nous avons trouvé le sens, la quête de sens. Je ne vais pas dire qu'elle est terminée pour l'intégralité de notre vie, mais enfin, nous savons pourquoi nous nous levons tous les matins et nous savons quelle est notre mission sur Terre. Merci. Alors, je vais peut-être... proposer aux étudiants qui ont préparé les questions de lancer la première question. Alors, qui se lance? Oui, présentez-vous et peut-être votre université. Donc, Jean Comlagré, je suis étudiant à l'Institut La Salle Beauvais et je suis aussi en apprentissage dans une jeune société, Érigène, qui propose des solutions de méthanisation à l'échelle de l'exploitation agricole française. Donc, ma question va à vous, madame. D'après vous, l'agriculture devra à moyen terme suivre un mode d'agriculture comparable à celui que vous avez choisi de vivre pour réussir à nourrir l'humanité. De plus, vous ajoutez que la situation économique n'est pas évidente pour une exploitation biologique qui favorise la qualité à la quantité. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, vous fait penser que ce type d'agriculture pourra assurer une productivité suffisante à court ou moyen terme, couplée à une rentabilité économique satisfaisante? C'est une question à la fois compliquée et très simple. Effectivement, ce type d'agriculture, c'est l'avenir, et ça n'est même pas moi qui le dis. On a à l'heure actuelle pas mal d'études qui nous disent la culture sur but telle qu'on la pratique en permaculture, parce que la permaculture, c'est l'agriculture permanente. Donc, par définition, on ne touche plus au sol. On laisse la vie du sol se faire, on laisse le sol travailler. C'est une différence de focale avec l'agriculture dite conventionnelle, dans laquelle on se focalise sur le végétal. Et là, on parle du sol, de la terre-mère, de la terre nourricière, et c'est à elle qu'on s'adresse. Donc la permaculture, elle a été étudiée sous différentes formes depuis un certain nombre d'années. Il y a un rapport américain qui a été mis à disposition il y a 2-3 ans de cela, et qui dit, c'est très simple, sur une étude qui porte sur 10 années, sur de la culture sur but, les rendements sont 10 fois supérieurs, dans les mêmes conditions, à une culture dite conventionnelle. Vous avez peut-être entendu parler très récemment du rapport d'Olivier de Schutter, le rapporteur spécial auprès de l'ONU, rapporteur sur l'alimentation. Et dans ce rapport, il dit exactement la même chose. Après 10 années d'études dans divers pays, alors très certainement des pays du Sud, mais c'est tout à fait applicable sous nos latitudes, ils disent
tout ce que nous avons étudié comme système, les systèmes d'agroécologie, d'agriculture durable, soutenable, tels que la permaculture, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Il n'y a que ça qui peut fonctionner sur le plan environnemental, il n'y a que ça qui peut fonctionner au niveau économique et au niveau social. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, et oui, vous avez raison, la vie n'est pas simple tous les jours sur une ferme. Quand on crée, quand on est nouveau agriculteur, il faut apprendre un métier. Et il est assez clair qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu de mal à vivre de notre production. Pourquoi? C'est très simple. Nous produisons sans faire d'appel aux énergies fossiles. Nous produisons sans trop d'intrants, sauf des intrants naturels, donc aucune dépense de ce côté-là. Les seules charges que nous avons, c'est notre main-d'œuvre, les semences et éventuellement la nourriture des chevaux s'il faut compenser. Mais en dépit de cela, nous sommes dans un système où on a une agriculture subventionnée. Nous sommes sur 16 hectares, majorité de maraîchage, aucune subvention de la PAC de quelque ordre que ce soit, un petit crédit d'impôt qui vient d'être divisé par 2, et c'est pas simple. Alors la commercialisation, grâce à une dynamique associative absolument exceptionnelle en France, il faut le dire, grâce aux AMAP, nous arrivons à commercialiser assez facilement nos produits. Donc de ce côté-là, il y a une véritable demande, et j'allais dire même que l'offre a souvent du mal à rencontrer la demande. Mais au-delà de ça, comment nous inscrivons-nous aujourd'hui dans un système où on a de la grande distribution, où finalement l'alimentation n'est plus si importante dans le budget des ménages? Le bio commence à avoir le vent en poupe, mais on ne va pas aujourd'hui pouvoir payer l'aliment à sa véritable valeur, c'est-à-dire tel que nous, on le produit, en bio, sans subvention, encore une fois. Les aliments que vous achetez en agriculture dite conventionnelle, l'agriculteur a quand même bénéficié d'une aide avant qu'il soit mis sur le marché. Mais ce qui n'est pas pris en compte dans ça, c'est la pollution. La pollution, c'est-à-dire le fait que le sol, à terme, va devenir sinon stérile, à tout le moins très abîmé. La pollution environnementale, ce sont les maladies générées par ces aliments-là. C'est la pollution des nappes phréatiques, donc il faut traiter l'eau. Donc au final, si vous prenez le coût de ces aliments subventionnés, il va être bien plus élevé que ceux que nous produisons. Et pour autant, dès lors que nous, on vous vend l'aliment brut avec son coût brut, si j'allais dire, tel que, c'est difficile. Merci. Alors, nous allons d'abord faire un premier tour de piste, je dirais, de table. Je vais demander aux étudiants peut-être d'interroger maintenant le ministre. Mais, monsieur le ministre, pour faire la transition, d'abord, vous aussi, j'aimerais savoir comment on fait pour passer des lettres à l'agriculture, ou de la culture à l'agriculture, je ne sais pas. Et comment vous réagissez également peut-être par rapport aux propos de Perrine. Pour la première question, vous demanderez au président de la République qui m'a choisi comme ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas moi qui me suis nommé moi-même ministre de l'Agriculture, mais c'est à la fois un grand honneur et un vrai plaisir de travailler tous les jours depuis maintenant un peu plus de 2 ans aux côtés des paysans français. Ensuite, sur ce que j'ai vu de l'exploitation de Perrine avec Gruyère, que je connaissais déjà, puis j'ai pris l'engagement de venir chez Perrine, donc j'irai très prochainement. Pour lui apporter des subventions ? Pour lui expliquer. Merci. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Pour lui confirmer que nous allons maintenir l'intégralité des subventions en agriculture biologique et que, y compris les petites exploitations comme les vôtres, qui sont touchées par la diminution du crédit d'impôt, on apportera les moyens suffisants pour que vous ayez le même crédit d'impôt qu'auparavant. C'est promis. Alors ensuite, sur la question qui a été posée, l'agriculture que propose Perrine, c'est l'agriculture de rêve. Et le rêve, c'est ce qu'il faut suivre. On est tous là pour rêver, sinon notre réunion aujourd'hui n'a pas de sens. Et s'il y a autant de jeunes ici, c'est pour que vous nous apportiez vos rêves. C'est pour que vous nous disiez, vous, quel est votre idéal, ce que vous souhaitez. Et nous, responsables politiques, on est là pour écouter les rêves des jeunes. Je pense que ça fait partie de notre première responsabilité. Ensuite, ces rêves, on essaye de les traduire en réalité. Et c'est là que les choses sont plus compliquées, parce que l'agriculture française, l'agriculture européenne aussi, mais je n'ai la charge que l'agriculture française, est un bien fragile.
c'est un bien fragile. J'insiste vraiment là-dessus. On l'a vu pendant la crise de 2009, quand les revenus se sont effondrés dans l'agriculture française. Vous avez eu des dizaines de milliers d'agriculteurs français, de paysans français, qui se sont retrouvés dans une situation économique extraordinairement difficile. Donc dans toutes les décisions que je prends, j'essaye de faire en sorte que le revenu des producteurs soit préservé. J'essaye de faire en sorte que cela ne pose aucune difficulté aux paysans français, parce que l'agriculture française est fragile et parce qu'elle est toujours menacée, soit de délocalisation, soit de fermeture, même si pour le moment on tient le bon bout. Et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut avoir bien présentes à l'esprit. Deux choses qui font partie de toute la réflexion politique et de tous les choix politiques que nous avons à faire. La première chose, c'est que nous avons demandé à nos agriculteurs, il y a un peu plus de 50 ans, au moment où on a créé la politique agricole commune, de produire le plus possible, quel que soit l'impact sur l'environnement, quelle que soit la consommation d'intrants, en leur disant on sort de la guerre, on ne sait pas nourrir l'Europe, produisez le plus possible et tant pis pour les conditions de production. Ce modèle-là, je le dis très clairement, il n'est plus tenable. C'est un modèle dans lequel on consomme beaucoup d'intrants, qui coûte effectivement très cher, beaucoup trop cher. C'est un modèle qui épuise les sols. Et cette question de l'épuisement des sols est effectivement une question très grave. Et c'est un modèle qui, économiquement, n'est plus tenable. Simplement, quand vous avez orienté 20 millions d'agriculteurs européens dans une direction, et que vous changez la direction du paquebot, il faut faire attention à ne pas donner un coup de barre trop rapide, sinon vous menacez de renverser le bateau. N'oublions pas ce qu'on a demandé aux agriculteurs français il y a 50 ans, et les évolutions considérables qu'on leur demande d'accomplir, il faut les accompagner vers ça. Deuxième élément très important qu'il faut que chacun d'entre nous, pour aboutir à ce rêve et pour aller vers ce type d'agriculture qui est effectivement l'agriculture souhaitable. La deuxième chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est la réalité économique internationale et l'émergence de nouvelles agricultures qui, elles, n'ont qu'un objectif, c'est de tirer le prix alimentaire le plus possible vers le bas, quelles que soient les conditions de production. En dehors de l'Union européenne, vous avez un certain nombre de pays que je ne citerai pas, qui font moins attention que nous à l'environnement, qui ont des conditions d'élevage qui ne seraient plus acceptables aujourd'hui en Europe, sans respect du bien-être animal, sans respect de l'environnement. Vous avez des agricultures qui emploient massivement les OGM. Vous avez des agricultures qui ne font aucune attention à la préservation des sols et au renouvellement des sols, et qui aboutissent à tirer les prix le plus bas possible et qui rentrent en compétition avec nos propres prix agricoles. Donc je crois que dans la direction qu'on donne à l'agriculture française ou à l'agriculture européenne, celle que vous donnez est une bonne direction, je le dis très clairement, mais si on veut aller dans cette direction-là, il faut appliquer un principe de réciprocité strict en matière de commerce international, c'est-à-dire que ce qu'on demande à nos agriculteurs, on le demande aussi aux produits agricoles qu'on importe d'autres pays, sans quoi c'est inéquitable et injuste pour les paysans. Merci, Monsieur le Ministre. Peut-être une question des étudiants à l'attention du ministre. Oui. Oui, bonjour. Alors, je suis Benjamin Dequiette et je suis étudiant à Sciences Po. Alors, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Ministre, et je voudrais penser la productivité de la terre en termes de dynamisme rural et social. Alors, la population rurale s'est vue effondrer en France de plus du tiers, la population d'agriculteurs, passant ainsi de 2,9 millions d'agriculteurs dans les années 70 à 900 000 agriculteurs au début des années 2000. Ma question est la suivante, comment faire pour enrayer cet exode rural qui aboutit à des déserts intellectuels, des zones où règne le chômage? Merci. L'agriculture est un choix politique. J'insiste vraiment là-dessus. Vous avez dans vos débats évoqué la question de l'alimentation, la sécurité alimentaire. C'est un choix politique de garder une agriculture. On n'est pas obligé de garder une agriculture en France. Et si on veut la garder, j'insiste là-dessus, il faut prendre un certain nombre de décisions politiques. Ne pensons pas que parce que depuis des siècles, il y a eu des paysans en France, ne pensons pas que parce que la France est une société rurale, depuis son origine, elle le restera dans les années à venir, comme ça, par la grâce de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Si on veut garder une agriculture, il faut faire des choix politiques et les assumer. Et moi, comme ministre de l'Agriculture, précisément, je fais en sorte qu'on puisse préserver, défendre notre agriculture et nos paysans. Deuxième remarque, c'est un choix politique sur le mode d'agriculture que l'on veut. Et c'est pour ça que je me réjouis que Perrine soit avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on oriente l'agriculture
vers le prix le plus bas, la recherche permanente de la rentabilité et l'uniformisation des produits. Auquel cas, c'est très simple, et le travail du ministre de l'Agriculture s'en trouvera très simplifié. On concentre l'agriculture française exclusivement en Bretagne, dans le centre et un peu dans le nord. On crée des exploitations qui font toutes 500 ou 1000 hectares en moyenne. On reste sur un modèle d'agriculture intensive, et là, effectivement, on arrivera à sortir des prix relativement bas avec des produits totalement uniformes. Je suis totalement opposé à ce mode d'agriculture, totalement opposé à ce modèle agricole. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous gardions, une présence agricole partout en France, y compris dans les Alpes, y compris dans les Pyrénées, y compris dans les zones de Piémont, y compris dans le sud-ouest où c'est difficile pour toutes sortes de raisons, notamment climatiques, y compris, je vous le disais, dans les zones de montagne où c'est difficile effectivement de produire du lait, par exemple, parce qu'il faut emmener les vaches, il faut s'occuper des estives, il faut arriver à récolter le lait, il faut arriver à collecter le lait. C'est plus compliqué de monter la petite route de montagne avec votre camion à lait jusqu'à 1000 ou 1200 mètres d'altitude que d'aller le récolter en plaine. Simplement, si vous voulez continuer à avoir du gruyère, si vous voulez continuer à avoir des fromages comme du reblochon ou de la tome de Savoie, eh bien, il faut garder une production de lait dans ces montagnes-là. C'est ce qui garantit la diversité des productions. Ça, c'est le deuxième élément. Je veux de l'agriculture partout en France et pas exclusivement dans les zones où c'est facile. Troisième point qui me paraît tout à fait vital, je veux que notre agriculture s'oriente de plus en plus vers une agriculture durable. Se détacher des intrants, de tout ce qui est énergie fossile, parce que cette énergie est de plus en plus rare, donc elle sera de plus en plus chère. Et si on continue à en consommer, le produit agricole à la sortie sera toujours plus cher. Je veux également qu'on favorise les élevages à l'herbe, les élevages respectueux de l'environnement. Je veux qu'on préserve davantage les sols. Je veux qu'on réduise l'utilisation des phytosanitaires. C'est le plan Écophyto 2018, réduction de 50% des phytosanitaires d'ici 2018. Mais si on veut aller dans cette direction-là, il faut prendre un certain nombre de choix politiques. C'est le troisième et dernier point pour expliquer l'agriculture que nous défendons. Une agriculture présente partout, une agriculture durable, le refus d'un modèle intensif tel qu'il s'est développé depuis les années 50. Pour ça, il faut d'abord valoriser les agricultures comme celle de Perrine ou les agricultures durables qui vont un peu moins loin que la démarche de Perrine, mais qui vont dans ce sens-là. Donc il faut apporter un soutien financier. C'est l'objectif de la PAC. Et la nouvelle PAC après 2013 doit être une PAC verte, une PAC qui défend le verdissement, mais un verdissement simple, c'est-à-dire un verdissement qui valorise le paysan plutôt qu'un verdissement qui le sanctionne. Moi, je dois dire que je suis fatigué de tous ces contrôles tatillons sur les uns ou sur les autres. Je préférerais qu'on reconnaisse le travail des agriculteurs et qu'on les valorise. C'est l'objectif du verdissement de la PAC. Deuxième chose, il faut soutenir les agricultures qui sont dans les zones difficiles. Si vous voulez garder des agricultures dans les zones de montagne, il faut garder, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais ce qu'on appelle les indemnités compensatrices de handicap naturel. C'est ça qui permet de garder des agricultures dans des zones comme les Alpes ou les Pyrénées ou d'autres endroits difficiles, y compris d'ailleurs les Carpates dans d'autres pays, les Alpes en Italie ou d'autres montagnes ailleurs dans le reste de l'Europe. Troisième élément qui me paraît tout à fait essentiel dans ces choix politiques, il faut que l'on valorise la production locale. Si on continue en Normandie à importer des pommes du Chili au lieu de consommer des pommes normandes, votre système ne tient pas. Si vous continuez dans le bassin allaitant français à importer de la viande qui vient d'Argentine au lieu de consommer le bœuf qui est produit dans le bassin allaitant, forcément votre modèle ne tient pas. Donc je souhaite qu'on développe le circuit court et pour ça qu'on prenne un certain nombre de décisions très politiques. Parce que derrière tous ces grands choix de société, il y a des petites décisions politiques très difficiles à prendre. Sur les circuits courts, il y a un décret qu'il faut que l'on sorte, même si c'est difficile. C'est un décret qui fait en sorte que les collectivités locales, lorsqu'elles font un appel d'offres, ne prennent pas l'offre la moins chère, toujours la question du prix, mais tiennent aussi compte de la proximité du produit, que ça fasse partie des critères obligatoires dans l'appel d'offres. Si le produit est proche, même s'il est un peu plus cher, on le prend quand même. Et c'est comme ça qu'on consommera des pommes de Normandie dans les écoles normandes et du veau du Limousin dans le Limousin plutôt que du veau venu d'Argentine ou du Brésil. Tout dernier élément essentiel, c'est la préservation des terres agricoles. L'agriculture, une fois encore, est un choix politique. On ne peut pas dire qu'on tient notre agriculture et puis dans le même temps laisser filer des milliers d'hectares de terres agricoles chaque année
au bénéfice de construction, de mitage par des zones industrielles ou de construction de grands lotissements qui consomment énormément d'espace agricole. Soit on considère que l'agriculture est un bien précieux, que par conséquent la terre agricole est une terre rare et une terre précieuse. Et dans ce cas-là, dès qu'on prend une décision d'urbanisme, dès qu'on prend une décision de construction d'usine, dès qu'on prend une décision de construction d'un lotissement, dès qu'on prend une décision de construction d'un chemin de fer ou d'une route, on se demande quel est l'espace agricole qui est consommé. Et on fait en sorte de consommer le moins possible d'espace agricole. Et on pénalise la spéculation sur les terres agricoles, ce que j'ai fait dans le cadre de la loi de modernisation agricole. Et on fait en sorte de préserver notre terre agricole. Et là, oui, on peut assumer que l'agriculture est un choix politique français. Soit on continue comme avant, où nous perdions l'équivalent de la surface d'un département tous les 10 ans en France en terres agricoles, et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'avenir pour l'agriculture française. L'avenir de l'agriculture française, ça passe aussi par la préservation, la défense des terres agricoles. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez parlé du point de vue, je dirais, du producteur. Alors le consommateur, lui, est-ce qu'il est sensible à ces démarches? Peut-être pour évoquer cet aspect, nous avons avec nous Lars Olofsson, qui dirige, enfin qui depuis l'essentiel de sa carrière, il l'a fait dans l'industrie agroalimentaire. Il est depuis 2 ans à la tête du groupe Carrefour. Je voudrais d'abord vous poser, avant que les étudiants vous interpellent, une question peut-être un peu plus personnelle. Vous êtes, je crois, suédois. Et vous dirigez et vous travaillez en France depuis quelques années, un groupe français. Sur ces questions, on dit beaucoup que dans les pays nordiques, généralement, ont une approche plus active sur les questions évoquées ici. Comment vous voyez cela? J'ai quitté la Suède en 81 pour venir en France, travailler en France. Donc ça fait bientôt, en tout cas, actif en France pendant presque 20 ans. Donc la Suède est un peu lointaine, mais je visite souvent mon pays natal. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble que dans le pays scandinave, tout cet retour à la source et respect à la fois sur le plan social et environnemental a pris une ampleur beaucoup plus importante et plus tôt dans le pays nordique qu'en France. Mais c'est un courant très fort. Donc si vous me demandez, je pense vraiment que la France est en train de rattraper cet retard, pas uniquement dans les valeurs ou je dirais l'évolution sur le développement durable, mais également à travers des actions qui prennent à la fois le gouvernement ou, je dirais, les initiatives privées en France. Alors, les étudiants qui posent la première question à M. Olofsson. Bonjour. Jeanne Lemonnier, étudiante à l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais. Donc aujourd'hui, les consommateurs demandent des fruits et légumes esthétiquement irréprochables que l'on trouve dans les grandes surfaces. Proposer ces produits semble contradictoire avec les mesures prises pour la réduction d'utilisation des produits de santé des plantes. Cependant, malgré la prise de conscience des problèmes environnementaux, les clients sont toujours demandeurs de ce type de produits. Et donc ma question, c'était, est-ce à la grande distribution de mettre en place des programmes pour faire glisser la demande des produits esthétiquement irréprochables vers ceux de produits écologiquement irréprochables? Je pense que, très honnêtement, qu'il ne faut pas la mettre en opposition. Vous savez, autant que distributeur, les premières choses qu'on doit faire, c'est de rendre les produits disponibles à nos clients. Et donc, ça, c'est notre premier métier, autant que distributeur, c'est même dans le nom. Deuxième chose, il faut faire une offre large pour que le client puisse justement choisir leurs produits. Et troisièmement, autant que distributeur, on doit les informer pour que le choix, justement, peut se faire au plus juste dans le magasin. Dans cet esprit-là, effectivement, on a des produits qui est pour tous nos clients et pas uniquement pour une catégorie. Et je dirais, à propos de Monsieur le Ministre, il faut faire attention de virer trop rapidement vers quelque chose qui, je dirais, nous, on n'est pas compétitif ou nous, on ne donne pas le choix aux clients à tous les moments. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas les jouer en opposition, il faut les jouer en complément et travailler de plus en plus pour que des produits soient sous l'angle développement durable ou, je dirais, respectent tout ce qui est l'environnement social, environnemental autour de nos magasins. Mais peut-être en prolongement, est-ce que vous ressentez, vous remarquez une évolution de la demande
des consommateurs dans vos magasins qui vous disent on veut plus des fraises en plein hiver, on veut des produits du terroir. Enfin, est-ce que vous avez ce type Très clairement, hein, si je regarde l'évolution, c'est vers le produit dit biologique. Et il faut savoir que Carrefour, c'est le premier vendeur de produits biologiques en France. Nous avons un assortiment aujourd'hui de plus de 3000 références. Et si je regarde au nouveau magasin, c'est jusqu'à 7000 références. Et donc ça, c'est un courant qui n'est pas nouveau, hein, mais qui s'accélère nettement. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut justement faire en sorte d'offrir ces produits-là à des prix compétitifs par rapport à d'autres alternatives dites l'agriculture conventionnelle, parce que c'est toute l'équation. C'est un nouvel mouvement, mais c'est un mouvement très fort et donc qui est tout à fait accompagné par Carrefour. Vous évoquiez justement la question des prix. Le ministre disait on ne peut plus avoir une agriculture qui se base uniquement sur l'objectif des prix bas, mais là aussi, est-ce que les consommateurs, dans cette période de crise, ne sont pas plutôt à rechercher des prix bas aussi pour les produits agricoles, alimentaires ? Là aussi, si vous voulez, bon, d'abord, Carrefour est accusé d'être plus cher que les autres, donc je vous confirme qu'on tire par là-bas. Mais bon, hein, ceci dit, il faut offrir, avoir une offre qui convienne à tout le monde. Donc, il y a effectivement, si dans notre cas, on offre des produits dits Carrefour Discount, qui est, où je dirais, les premiers critères, peut-être le choix, c'est une qualité Carrefour, mais avec un prix au plus bas. Mais d'autre côté, il faut également offrir des produits avec une qualité dite supérieure. Et ceci, je peux vous dire, Carrefour a démarré en 1976 avec le filière engagement qualité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour Carrefour. C'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes de Carrefour. Au jour d'aujourd'hui, on a 885 filières engagement qualité dans 15 pays dans le monde. Et bien évidemment, le plupart en France. Si je prends uniquement ça, il y a 21 000 agriculteurs en France qui sont adhérés dans ce programme engagement qualité. Qu'est-ce que c'est l'engagement qualité? C'est justement de promouvoir la qualité et voir à ce moment-là plus de valeur ajoutée également pour le consommateur comme pour l'agriculteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans les gènes. Et après, quand on parle des prix, je sais qu'il y a souvent, dans la presse en tout cas, vous m'excusez, une opposition entre les distributeurs et les agriculteurs. Dans la réalité, il n'y a pas du tout, très honnêtement. Regarde par exemple, quand on parle maintenant d'augmentation de matières premières, qu'est-ce que nous avons fait? On fait des contrats à longue durée. Pendant 3 ans, nous nous engageons sur les quantités qu'on va acheter avec des prix bien déterminés. Et donc là, aujourd'hui, je crois qu'on a 3000 agriculteurs justement qui est dans cette cas-là. Donc effectivement, nous, en tant que distributeurs, grands intervenants à la fois sur le plan économique et social et environnemental, on a tout intérêt de faire en sorte que le développement de l'agriculture française, ça continue tel que M. le ministre l'a dit. Savez-vous que 80% de nos produits fruits et légumes, c'est justement des produits français. Et dans la plupart des cas, on essaie justement de faire en sorte que c'est des agriculteurs locaux autour de nos magasins qui peuvent justement vendre le produit de nos magasins. Toutes les promotions qui se font, promotion au niveau des produits, je veux dire, ça se fait avec les agriculteurs locaux. Merci. Je vais peut-être maintenant me tourner vers Philippe Desbrosses. Vous êtes l'un des pionniers ou le pionnier de l'agriculture biologique en France. Vous êtes exploitant en Sologne, je crois. Donc là, je vais me tourner directement vers les étudiants pour qu'ils vous posent la première question. Qui est-ce qui se dévoue? Madame. Bonjour. Je m'appelle Julie Pereira, je suis élève à l'Institut supérieur de l'environnement. La question que j'avais à vous poser est en relation avec le label AB. Effectivement, donc vous avez participé à la création de ce label et vous avez présidé la commission nationale du label jusqu'en 2007. Aujourd'hui, les labels d'agriculture biologique sont controversés, notamment le label européen, qui admet entre autres 0,9% d'OGM, si mes sources sont justes. Donc, je voulais juste savoir votre avis à ce propos. Merci. Merci, mademoiselle. À ce propos, je vous dirais qu'on n'en est plus du tout là, à ce genre de préoccupation, parce que nous abordons
une des crises majeures, totalement inédites pour notre humanité. Nous sommes face à une démographie que l'humanité n'a jamais connue. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur la Terre. Nous sommes face, à cause de cela, à une crise énergétique. Nous allons manquer de ressources énergétiques, en tout cas de celles que nous utilisons de manière privilégiée. Je pense aux énergies fossiles. Nous sommes face à une crise écologique majeure, nous sommes dans une extinction de la biodiversité. On en a parlé suffisamment et l'année 2010 était cette année en faveur de la biodiversité. C'est-à-dire que plus nous perdons ces richesses, plus nous appauvrissons nos systèmes, plus nous créons de l'instabilité et de l'insécurité, de l'insécurité alimentaire et de l'insécurité agronomique. Et nous sommes, à cause de tout cela, dans des conséquences à la fois sociales, économiques et sanitaires. Donc aujourd'hui, le problème est de savoir ce que nous devons faire pour un retournement rapide. Et je suis désolé, Monsieur le Ministre, mais ça ne va pas pouvoir se passer en attendant que les gens prennent conscience et de manière assez lente en quelque sorte, parce que l'urgence... la situation, en tout cas, nous pousse à prendre des mesures immédiates, c'est-à-dire de favoriser ce que j'appellerais les agricultures paysannes ou la bonne agronomie, qui finalement est une pratique de la gratuité. C'est-à-dire c'est comment utiliser au mieux les fonctions naturelles et gratuites des écosystèmes plutôt que d'artificialiser les systèmes, et avec toute la pétrochimie, l'industrie lourde qui coûte évidemment très cher. Parce que les produits les aliments sont peu chers, c'est vrai, à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'ils coûtent en réalité. Et donc la démonstration est faite aussi que les produits de l'agriculture biologique sont forcément moins chers, mais ça ne se voit pas parce que nous sommes dans une sorte de mascarade où les subventions compensent les coûts excessifs, exorbitants d'une agriculture industrielle intensive, on le sait, puisqu'on distribue quand même pas loin de 12 milliards d'euros pour l'agriculture française. Donc ça a été pris dans la poche de quelqu'un, ces 12 milliards. Si ce n'est pas pris dans la poche du consommateur, c'est pris dans sa poche de contribuable. Donc nous payons très cher cette agriculture, que des études nombreuses, et notamment américaines, ont montré qu'il fallait 300 unités d'intrants pour faire 100 unités de nourriture. Alors qu'avec l'agriculture de Perrine, ou celle que nous pratiquons, il faut seulement 5 unités d'intrants pour faire 100 unités de nourriture. Est-ce que nous pouvons maintenir ce système de faillite en quelque sorte? Est-ce que la société va accepter que nous continuions dans ce sens encore un peu, alors que se développent les dégradations et les restaurants du cœur? C'est qu'il y a une injustice monumentale à cause de cette répartition inéquitable des subventions. Ça, c'est mon grand dada, parce que ça fait 30 ans qu'on observe les bonnes volontés des administrations et des ministres successifs, sauf que l'argent va majoritairement à 15% des agriculteurs, qui touchent à peu près 80% des subventions. Et ce n'est pas forcément ceux qui en ont le plus besoin, et c'est souvent ceux qui polluent le plus. Donc on est en droit de se poser des questions. Comment se fait-il que ma main gauche ne sait pas ce que fait ma main droite? Comment se fait-il que nous n'accompagnons pas tous ces discours, toutes ces proclamations de mesures concrètes derrière? Et Perrine venait de dire tout à l'heure qu'on a diminué, c'est vrai, hein, alors je veux bien vous croire, Monsieur le Ministre, qu'on va pouvoir rétablir une sorte d'équité là aussi. C'est que, curieusement, on a enlevé la moitié des avantages fiscaux dont bénéficiait l'agriculture biologique, alors que on donne 10 fois plus aux agrocarburants. Je ne vois pas comment les agrocarburants, qui pour moi sont une imposture, doivent être subventionnés. Je ne vois pas à qui ça sert, en tout cas ni à la terre ni aux consommateurs. Donc c'est aussi ce cri d'alarme que je veux lancer, parce que ça fait 30 ans qu'on parle de cette hémorragie silencieuse des paysans qui disparaissent. Donc et avec eux la déshérence des territoires, avec eux le chômage, l'appauvrissement de tous les systèmes. Et vous avez dit très justement qu'il fallait maintenir au moins ce qui reste, mais à mon avis il faut reconstituer ce tissu social et rural, rétablir le pacte citoyen entre les agriculteurs qui sont tellement déconsidérés, dévalorisés, qu'aujourd'hui se suicident, vous le savez bien, c'est 400 par an, ce qui est colossal, c'est l'une des catégories qui se suicide le plus.
c'est pas tenable. On ne peut pas faire une société lorsqu'il y a une telle déshumanisation, un tel oubli de ceux qui justement constituent le socle même de la société, parce que manger est avant tout un acte essentiel. Donc, ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Je crois qu'on ne résout rien dans la violence, on ne résout rien par les zoukages, j'en suis complètement convaincu, même si je me suis parfois laissé entraîner à des critiques extrêmement agressives. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on voit cet appauvrissement, cette dégradation des sols, dégradation des conditions de vie, dégradation de la qualité de notre nourriture, j'en profite pour quand même lancer une flèche. Dans le TGV, non mais ça ne vous concerne pas, ni vous, soyez rassurés. Dans le TGV Grenoble-Paris, en général, je ne me laisse pas prendre, j'emmène ma musette avec mes fruits secs, mon thermos thé vert, etc. Et en général, je m'arrange avec mes productions. Et là, c'était un soir tard, on rentrait à Paris, j'arrivais qu'à 23h. J'avais une petite faim, je vais au bar du TGV il n'y avait plus que des sandwichs blanc de poulet, salade. Et donc, je prends un sandwich et comme à mon habitude, je m'installe et je regarde la liste des ingrédients. Et alors là, je peux vous dire que le sandwich, il est allé immédiatement dans la poubelle, j'avais commencé à le manger. J'ai comptabilisé 20 additifs différents dans mon sandwich poulet salade. J'ai fait un esclandre en m'étonnant qu'une grande société comme la SNCF puisse vendre sous couvert de nourriture des cocktails de produits pharmaceutiques. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc on n'a pas besoin de l'agriculture. Je souhaite que la SNCF m'entende. Parce que vraiment, il faudrait qu'elle sache ce qu'elle propose à sa clientèle. On a des agriculteurs qui sont capables de faire de très bonnes choses et on n'a pas besoin d'utiliser tous ces additifs dont on ne connaît d'ailleurs pas les conséquences sur les rencontres imprévisibles. Quand vous avez 4 conservateurs dans le même sandwich, des fois qu'un ça ne marcherait pas, que vous avez 3 exhausteurs de goût, et 3 colorants, etc., vous aboutissez au vin additif. Voilà, ça me paraît totalement surréaliste cette histoire. Donc il faut vraiment retrouver avec la simplicité le retour au produit, à l'essentiel. Et donc, comme nous sommes tous des consommateurs, si j'ai bien compris ce que disait aussi M. Olofsson tout à l'heure, on est obligé, nous, de faire attention à ce que et c'est normal, hein, à ce que les clients demandent. Donc, on ne peut pas inverser la vapeur aussi vite que ça. Vous avez bien compris, c'est vous qui êtes responsable. Hein. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable parce que... J'ai coutume de dire que manger est un acte éminemment politique. Parce qu'on mange 3 fois par jour. On mange 3 fois par jour et 365 jours par an. Et on peut dire qu'avec nos millions de coups de fourchette, on façonne le monde dans lequel on veut vivre. Par le modèle alimentaire que l'on choisit, on façonne le monde dans lequel on va vivre. C'est-à-dire, je dirais, pacifique, ou totalitaire, si je fais référence aux OGM, ou en tout cas à la manière forte avec laquelle on veut nous les faire avaler. Donc c'est à vous de choisir. Perrine ? Oui. Alors on parle beaucoup d'agriculture et de politique, alors moi ça me fait un petit peu bondir. J'entends tout à l'heure, l'agriculture c'est de la politique, ou la politique c'est de l'agriculture, il faut faire... Non, l'agriculture c'est avant tout un choix, c'est un dessein de vie. Vous croyez que les agriculteurs ont choisi d'être sur leur tracteur toute la journée et dépendent des produits phytosanitaires? Vous croyez que les agriculteurs ont choisi d'être sur leur ordinateur et de boursicoter, savoir s'il faut vendre la tonne de blé à 250 € ou attendre qu'elle soit à 300? C'est pas pour ça qu'ils ont choisi ce métier. C'est très différent, l'agriculture. Et le choix d'être agriculteur, il n'est pas politique. Le choix de quelle agriculture nous voulons est politique. Et c'est là qu'est toute la différence. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut inverser la tendance. C'est pas la politique qui doit mener l'agriculture. C'est les consommateurs et l'agriculture qui doit dire « reprenons le contrôle ». Quel choix de notre agriculture? Et moi, je suis ravie de voir aujourd'hui qu'il y a un consensus
que vous nous dites que ce type d'agriculture durable, c'est ce vers quoi nous devons aller. Oui, c'est ce vers quoi nous devons aller. Donnons-nous les moyens politiques, parce que là, pour le coup, c'est la politique qui va donner les moyens à cette agriculture de se développer. Et les moyens sont très simples aujourd'hui. Et puisque nous sommes là et qu'il y a un consensus, moi je vous propose d'y réfléchir tous ensemble. Il y a des propositions très simples à mettre en place, très vite, pour changer ce type d'agriculture. Et la PAC, c'est vrai que la PAC, c'est un système extrêmement compliqué, c'est explosif. Mais je vais vous dire, la PAC et la nouvelle PAC, moi, elle ne va pas changer ma vie. Je ne toucherai pas 1 euro de plus puisque j'en ai 0 à l'heure actuelle. Je ne toucherai pas d'euros de plus. Et tous les maraîchers qui font de la culture vivrière, qui sont en agriculture durable, ne toucheront pas 1 centime de cette PAC. Donc qu'on ne nous fasse pas croire que la PAC va changer le devenir de l'agriculture vivrière. En Haute-Normandie, là où se situe notre ferme, on cultive beaucoup de choses, mais principalement des céréales. 80% de ces céréales partent à l'export. Ça n'est pas de l'agriculture vivrière. 80% de ces céréales vont finir pour l'alimentation du bétail. Qu'on ne nous dise pas après, pour la souveraineté alimentaire, il faut qu'on fasse des OGM, luttons vite contre la faim dans le monde avec ces trucs-là. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a suffisamment de quoi, en termes de stock de nourriture et de capacité de production, nourrir toute la planète. Le problème est qu'évidemment, on a certainement beaucoup plus à manger ici qu'en Afrique, et en fonction des événements climatiques ou les différentes guerres, il y a des populations qui sont encore en manque de nourriture de nos jours. Mais on a la capacité, on a le savoir-faire pour une agriculture saine, durable, cohérente et qui fasse vivre les agriculteurs. Bruno Le Maire. Juste quelques remarques, parce que je crois qu'il y a effectivement un consensus sur l'objectif. Après, évidemment, le problème des responsables politiques, c'est qu'ils doivent prendre un certain nombre de décisions qui ne sont pas forcément toujours simples. Et il faut savoir exactement à chaque fois de quoi on parle pour bien éclairer les uns et les autres. D'abord, je suis d'accord avec M. Desbrosses pour dire que le wagon-bar du TGV n'est pas forcément le meilleur endroit pour s'alimenter au monde. Je constate d'ailleurs que la RATP est partenaire de cette journée, mais que la SNCF n'est pas partenaire de cette journée. Donc on peut peut-être lui proposer de s'associer la prochaine fois et d'améliorer le fonctionnement de ces wagons-bars. Deuxième élément, sur la question extraordinairement délicate du suicide des agriculteurs. Moi, j'ai annoncé il y a 2 jours que nous allions mettre en place un plan de prévention contre le suicide des agriculteurs en France. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup hésité avant de le faire. J'ai beaucoup hésité avant de savoir s'il fallait poser le sujet sur la table ou ne pas le poser. Alors j'en vois qui rient dans la salle. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un sujet risible. On a beaucoup parlé de la question du suicide à France Télécom. Ça a fait la une de TF1, la une de France 2, et ce n'était pas illégitime. Qui parle du suicide des agriculteurs? Moi, ministre de l'Agriculture, j'ai voulu mettre sur la table la question du suicide des agriculteurs, parce que j'estime que dans un pays comme la France, qui est un pays rural, qui est un pays paysan, avoir 400 agriculteurs chaque année qui se donnent la mort parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du revenu de leur travail, c'est un scandale. Et qu'il vaut mieux poser le problème sur la table et essayer d'y apporter des réponses que de nier le problème. S'il vous plaît. Pourquoi? Je suis content de voir que la salle réagit, au moins. On est là pour débattre. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Il y a toutes sortes de raisons. Je ne suis pas là pour apporter les explications les plus détaillées. Précisément, le plan doit apporter des précisions, doit apporter des éléments d'analyse. Et je n'ai pas forcément réponse à tout, surtout sur des sujets aussi sensibles. Je constate simplement que la question du revenu, la question de la capacité à vivre de son travail, la question de l'isolement, la question du mépris dans lequel on tient beaucoup de paysans aujourd'hui en France, le sentiment de relégation d'un certain nombre de paysans, le sentiment qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils se donnent un mal de chien pour y arriver, qu'ils travaillent énormément et qu'en retour, ils n'arrivent pas forcément à vendre leur production au prix auquel ils devraient le vendre, tout ça, ça explique cette réalité-là en France. Mais moi, ma responsabilité, et j'assume de l'avoir fait, aucun ministre de l'Agriculture ne l'a fait auparavant, c'est de mettre la question du suicide des agriculteurs sur la table pour qu'on voit le problème et pour qu'on y apporte des réponses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire en mettant en place ce plan de prévention contre le suicide dans le monde agricole dans notre pays. Ensuite, sur la question du bio.
Moi, je souhaite qu'on développe le bio. Mais attention à ne pas dire de contre-vérité, parce que vous allez fragiliser la situation parfois périlleuse du ministre de l'Agriculture auprès de son collègue des Finances ou de son collègue du Budget, aussi sympathique soit-il. Lorsque nous avons décidé de maintenir l'intégralité des financements pour le bio, nous avons fait un choix qui est de dire, avant, lorsqu'un agriculteur se lançait dans le bio, il choisissait entre le crédit d'impôt national ou la subvention européenne. C'était l'un ou l'autre. Là, nous avons décidé de permettre à chacun de cumuler l'un et l'autre, ce qui fait que nous gardons l'intégralité du montant d'aide au développement du bio en France, l'intégralité. Il y a juste, effectivement, une petite partie des agriculteurs en bio qui se sont retrouvés lésés par cette décision. Et Perrine en est l'exemple, le maraîchage en est l'exemple, les petites exploitations de fruits et légumes en sont l'exemple. Je vous l'ai dit, j'irai chez Perrine et j'annoncerai les mesures qui permettront de répondre effectivement à cette difficulté pour les petits agriculteurs fruits et légumes et maraîchage en bio, pour qu'ils touchent exactement les mêmes subventions que ce qu'ils touchaient auparavant. C'est un engagement que je prends. Je vois qu'il y a beaucoup de consommateurs de bio ici, je m'en réjouis. Dernier élément sur le budget de la PAC. Faisons attention à ne pas fragiliser aussi la position du ministre de l'Agriculture français. Je rappelle qu'il y a en Europe un certain nombre de pays qui veulent diviser par deux le budget de la politique agricole commune. Et que dans ce budget de la politique agricole commune, il y a effectivement des aides à la production pour les grands céréaliers. C'est vrai. Je rappelle quand même au passage que ces grands céréaliers, ils exportent vers des pays qui ont aussi besoin de consommer du blé et qui ont aussi besoin de s'alimenter. Et que le problème de la faim dans le monde, on y viendra peut-être, reste un des grands éléments qui font partie de la réflexion d'un ministre de l'Agriculture aujourd'hui. 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, il faut continuer à produire pour arriver à résoudre ce problème et arriver à développer la production vivrière dans ces pays-là. Mais il y a aussi dans ces aides de la PAC les 80 millions d'euros que je verse justement au bio. Le jour où je ne touche plus ces aides de la PAC parce qu'on divise par deux le budget global de la PAC, je ne sais pas très bien ce que je fais. Il y a des fameuses aides à l'herbe, le développement de l'élevage à l'herbe qui permet à nos éleveurs, partout en France, de développer un élevage plus respectueux de l'environnement. Le jour où vous me supprimez le milliard d'euros qui m'aide à financer l'indemnité compensatrice de handicap naturel ou la prime herbagère agro-environnementale, je ne sais pas très bien ce que je fais pour mes éleveurs qui ont fait ce choix du respect de l'environnement. Il y a dans ces aides de la PAC toutes les aides qui sont versées aux associations caritatives. Vous avez vu, je pense que ça n'a échappé à personne, vous écoutez les journaux, vous lisez ce qui se dit et ce qui s'écrit, que l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent supprimer toutes les aides issues de la PAC qui sont données aux Restos du Cœur, aux associations caritatives, à tous ceux qui récupèrent l'aide alimentaire pour aider tous ceux qui n'ont pas de quoi se payer une alimentation correcte dans notre pays. Le jour où vous me supprimez les 500 millions d'euros de la PAC qui servent à financer les Restos du Cœur et d'autres associations caritatives, je ne sais plus comment on nourrit les personnes les plus défavorisées en France et ailleurs. Donc faisons attention, on a aussi besoin du budget de la PAC pour une agriculture environnementale, pour une agriculture durable dans laquelle on souhaite tous aller, et pour une alimentation des plus démunis d'entre nous qui n'ont pas de quoi se payer des repas corrects chaque jour. Merci. Peut-être Monsieur Lars. Oui, simplement, chez Carrefour, on dit bon pour vous, bien pour tous. C'est la façon qu'on essaye vraiment de mettre en place je dirais, une commerce durable. Alors, simplement pour Philippe, je voudrais dire, au lieu de faire le choix d'acheter le sandwich dans votre TGV, allez chez Carrefour, acheter un sandwich bio. Hein, acheter un sandwich bio, ça serait bon pour vous et bien pour tous. Voilà. Hein. Maintenant, je voudrais revenir à quelque chose qui est encore plus sérieux, qui était dans le propos de Philippe. C'est de dire vraiment quelle est l'importance du choix des clients. Et là, je dois simplement appuyer à toute force que c'est vraiment les clients
qui peut changer des choses. Bien évidemment, le gouvernement a sa responsabilité de donner le soutien à le développement tel qu'on le souhaite. C'est également à nous de faire le choix pour que le choix existe. Mais le vrai pouvoir pour faire changer les choses, c'est les clients qui peuvent le faire. Parce que c'est avec les votes de tous les jours de choix qui s'est fait, soit dans le magasin ou soit dans d'autres domaines. Donc j'insiste, oui, nous avons un très grand devoir d'informer et de développer des choix alternatifs, mais le vrai pouvoir, ça reste avec les clients. Et c'est comme ça qu'on a fait l'approche chez Carrefour. Merci. Alors, le pouvoir des consommateurs, donc je vais vous ouvrir maintenant justement la parole ou la salle pour les questions. Si vous souhaitez poser des questions, je dirais oui. Des questions hein, plutôt que des développements trop longs. Merci. Alors, il y a des micros. Oui, monsieur, si vous pouvez vous présenter. Si. Question. Oui, écoutez, moi je voudrais simplement, puisqu'on parle de la situation des agriculteurs, et monsieur le ministre, je profite de la présence de Perrine pour parler aussi des petites exploitations, puisque vous savez très bien que, je ne parle pas des grosses parce qu'elles arrivent à se défendre, mais on oublie de voir le patrimoine. Je fais le parallèle avec les entreprises où maintenant on permet aux entreprises individuelles de pouvoir faire la séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Et vous savez très bien que dans le sud-ouest, vous avez eu, et c'est peut-être une des conséquences des suicides, vous avez eu des gens qui ont été complètement ruinés et qui se sont retrouvés uniquement avec la chemise sur le dos. Et je crois que c'est un problème qu'il faut aussi voir de très près au niveau de l'agriculture. C'est cette affaire de patrimoine qui existe, de patrimoine professionnel qui est mélangé, puisqu'elle a dit elle-même tout à l'heure qu'elle ne vivait pas de son agriculture pour le moment, enfin de sa production, et ça me paraît extrêmement important dans la réflexion que vous avez. Et vous avez actuellement un président de la FNSEA que j'ai entendu la semaine dernière, qui est très conscient de tous ces problèmes. Il faut faire confiance aux professionnels. Je m'excuse, je suis intervenant, moi, en entreprise, et notamment les entreprises en difficulté, donc je suis très au fait de ces problèmes, et c'est mon combat, monsieur Philippe Desbordes. Moi aussi, je m'appelle Philippe, mais pas Desbordes, je m'appelle Éloi. Pardon, merci. Desbordes. Je ne vais pas être trop long là-dessus, parce que c'est un sujet qui est technique, mais qui est effectivement très important. On a commencé à avancer dans cette direction-là en supprimant le droit de reprise sur succession, comme vous savez, qui consistait, dans le fond, à reprendre aux agriculteurs, en matière de retraite, ce qui leur avait été accordé en disant si jamais vous avez un niveau de retraite trop peu élevé, eh bien on ira rechercher les choses sur votre propre propriété et sur votre propre exploitation. Donc ça, nous l'avons supprimé, c'est un premier pas. Ensuite, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la direction que vous avez avancée? Moi, j'y suis effectivement favorable. Ça fait partie des négociations difficiles qu'on conduit actuellement avec le ministère du Budget. Là-bas, oui. Allez-y, oui. Allô? Oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Florence Laplane, je suis architecte des PLG et ingénieure territoriale. J'ai lu il y a 2 ans un article sur les suicides qui sont passés complètement inaperçus dans le ministère du Développement durable et qui était assez énorme en termes de chiffres. Et quand on parle des suicides des agriculteurs et d'une manière générale des suicides en termes professionnels, la question à se poser, à mon avis, c'est que est-ce qu'on ne demande pas à ces gens de faire un travail et de faire le contraire de leur travail, c'est-à-dire à l'agriculteur de mettre en valeur sa terre et de la tuer, à l'agent du ministère du Développement durable de faire avancer les choses dans un sens de développement durable et de ne pas lui donner les moyens. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est par rapport au souhait de modifier les attributions des budgets et puis de faire évoluer les budgets de la PAC. Il y a, j'imagine, un problème en termes de contrats qui ont déjà été passés avec certaines entreprises et autres, et qui font partie de ce qu'on impose aux agriculteurs. Je pense aux pesticides et il n'y a pas que ça. Voilà. Bruno Le Maire.
Sur la première question, moi je vous ai donné quelques éléments d'explication sur cette question du suicide des agriculteurs. La seule chose que je veux redire ici, c'est que la question ne doit plus être un tabou. Et que lorsqu'on a 400 suicides d'agriculteurs par an en France, on pose le problème sereinement sur la table. On essaye de trouver des explications. Et puis on construit à la fois un dialogue et des outils de prévention. C'est ce que nous faisons avec la mutualité sociale agricole. C'est la première fois qu'on va le faire en France. Et même si c'est un sujet qui est difficile, même si c'est un sujet qui est sensible, moi je suis fier qu'on ait lancé ce travail-là avec la mutualité sociale agricole, avec SOS Amitié, avec un certain nombre d'autres associations, parce qu'il n'est pas question de laisser les agriculteurs isolés, sur le bord du chemin, ou délaissés, comme cela a trop souvent été le cas par le passé. Sur la question de la PAC, moi je veux redire à quel point il faut que nous livrions une bataille après l'autre. La première bataille qu'on doit gagner, je pense qu'elle est sur le point d'être gagnée, mais elle ne l'était pas il y a encore 2 ans. C'est de garder à l'agriculture son caractère stratégique pour l'Europe. Pour beaucoup de pays européens, quand vous discutez avec eux, l'agriculture n'est pas stratégique. Pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui est un pays allié, ami, que j'apprécie beaucoup, mais sur lequel nous avons une vraie divergence de fond, finalement, importer les produits agricoles de l'extérieur, c'est la meilleure solution. Si on peut trouver moins cher ailleurs, même si ce n'est pas produit dans de bonnes conditions environnementales, même si la sécurité sanitaire n'est pas garantie, même si ça ne permet pas d'entretenir notre territoire comme c'est le cas actuellement, eh bien, importons de l'extérieur et ne dépensons plus d'argent pour l'agriculture. Donc la première bataille qu'on doit livrer, c'est la bataille pour l'agriculture en Europe, pour la défense des paysans en Europe et en France, pour dire oui, nous assumons, nous, et c'est là que je dis que l'agriculture est un choix politique, que nous choisissons l'agriculture. Nous choisissons le maintien des paysans en France et en Europe. Ça, cette première bataille, on est sur le point de la gagner. Mais elle n'est pas encore définitivement gagnée. Je rappelle qu'il y a 2 ans, la proposition officielle de la Commission européenne était de diminuer de 30 à 40% le budget de la PAC, de la faire passer d'environ 45 milliards d'euros par an à peine 30 milliards d'euros. Ça aurait voulu dire pour les paysans français passer de 8,9 milliards d'euros d'aide directe pour le premier pilier, vous savez qu'il y a 2 piliers, à un peu plus de 5 milliards d'euros. On aurait dû trancher dans le vif pour un certain nombre de soutiens, et je pense que ça aurait eu un impact désastreux pour l'agriculture française. Donc d'abord on livre cette bataille-là, on la gagne, et ensuite on fixe cette direction qui a été fixée par le commissaire européen Dacian Cioloș et à laquelle je crois, qui est celle d'une agriculture durable et celle d'un verdissement de la PAC, parce que je crois qu'il est essentiel que la politique agricole commune ne soit pas la politique agricole des 20 millions d'agriculteurs européens, mais la politique agricole des 500 millions de citoyens et de consommateurs européens. Philippe Névros. Monsieur le ministre, au service de la documentation, il y a un rapport qui dort, qui est relativement récent, qui a été commandité par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Ce rapport s'est appelé au départ du groupe de la Bussière, en souvenir d'une abbaye dans la Côte d'Or où les experts qui avaient été choisis ont planché pendant 2 ans, jusqu'en 2006. Ces experts étaient surtout issus du courant productiviste, donc ça donne encore plus de valeur à la conclusion quand justement à la question posée quelle sera l'agriculture en 2025, donc c'est très proche 2025, ils répondent tous que l'agriculture en 2025, le seul modèle qui s'impose par rapport à 4 scénarios évalués, c'est l'agriculture HPE. HPE, c'est haute performance environnementale. Et ils disent, ces experts, provenant de l'INRA, de la FNSEA, des chambres d'agriculture, de la DASIAL, CEMAGREF, donc tout l'appareil qui jusqu'à maintenant était plutôt, j'irais, dans le camp productiviste, que cette agriculture, en 2025, recouvre 100% du territoire et elle ramène 1 million de paysans à la terre. Et, ironie du sort, paradoxe, ils disent en recréant la géographie de la France agricole, en maillant toutes les productions, en enlevant tous ces grands déserts humains que sont les grandes plaines céréalières, betteraves et céréales qui pour la plupart sont exportées, mais en tout cas ne nourrissent pas réellement, servent plutôt de culture de spéculation que pour nourrir la population.
il remaille le territoire avec les élevages, la petite agriculture, et on voit effectivement cette vision magnifique où ils ont le culot de dire, eh ben finalement, cette agriculture en 2025 nous ramène à la configuration géographique agricole de la France au début du XXe siècle, retour à la case départ. Ce rapport-là, je crois, le seul à en parler parce qu'il est vraiment sous embargo. Alors, je vous le dis parce que peut-être que Philippe, vous ne le savez pas. Philippe, il n'y a aucune raison qu'il soit sous embargo parce que moi, je suis bien convaincu que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Et je suis convaincu qu'on peut remettre de l'emploi en agriculture. De la même façon que je suis convaincu que, contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, l'idée que les grandes exploitations sont des exploitations rentables est une idée totalement fausse. Au contraire, il y a une taille à partir de laquelle l'exploitation ne devient plus rentable. Moi, j'étais encore, il y a 2 jours, en déplacement dans la Manche pour voir un producteur de lait. Ce producteur de lait, il a une 50aine de vaches. Il a une exploitation de taille tout à fait raisonnable. Mais il m'a expliqué très clairement, par A plus B, pourquoi cela n'avait aucun intérêt pour lui de grandir encore. Et pourquoi son vrai problème était de réduire son coût de production, de réduire les intrants, d'avoir une performance énergétique qui soit meilleure. Vous avez posé tout à l'heure la question de la méthanisation. C'est une question absolument essentielle. Il faut qu'on développe la méthanisation. Mais il faut qu'on développe une méthanisation écologiquement responsable. Pas une méthanisation comme le font nos amis allemands. Ça suppose qu'on aligne le tarif de rachat du biogaz sur ce qui se fait chez nos autres pays européens pour que les agriculteurs arrivent à développer cette méthanisation. C'est à chaque fois, et ça je veux vraiment l'expliquer, parce qu'il y a l'idéal, et il faut tendre vers l'idéal, toujours. Mais derrière l'idéal, il y a la somme de petites décisions très concrètes à prendre. Première décision, augmenter le tarif de rachat du biogaz. Hier, il était encore inférieur de 10 centimes par kilowattheure produit à ce qui se passait en Allemagne. On a décidé de l'aligner exactement au même niveau que l'Allemagne. Ensuite, parce qu'évidemment le diable dans ce genre de cas est toujours dans les détails, on s'est aperçu qu'un certain nombre de ministères avaient décidé que ce tarif de rachat ne s'appliquerait qu'à partir de la production de 12 mégawatts. Autrement dit, il n'y a pas une exploitation agricole qui pouvait rentrer dans le champ d'application. Parce qu'il n'y a pas une exploitation agricole qui va produire autant d'énergie à partir du biogaz. Toutes celles qui pouvaient être concernées, c'était les petites exploitations laitières, les petites exploitations porcines, les petites exploitations d'élevage, elles étaient exclues du champ d'application. Donc elles ne pouvaient pas développer la méthanisation, c'est-à-dire la récupération des déchets pour produire de l'énergie. Donc à chaque fois, le diable est dans les détails, il faut prendre des décisions, il faut se battre contre un certain nombre d'obstacles administratifs, et c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à ressusciter le rapport qui est aujourd'hui un peu dans les limbes, et à le sortir de dessous la pile où il se trouve. Moi, je veux bien que vous m'aidiez à le sortir de dessous la pile où il se trouve. Merci. Perrine. Oui, juste pour revenir sur la question de l'emploi en agriculture, j'aimerais vous faire partager un peu ce qu'on vit quasiment quotidiennement à la ferme. Il y a un phénomène depuis 1 an environ qui fait que, si ce n'est tous les jours, à peu près toutes les semaines, nous avons des sollicitations de personnes pour venir faire des stages en permaculture. Et ces personnes ont toutes des profils quasiment identiques aux nôtres. Parce que moi, on a parlé de moi j'étais juriste international dans ma précédente vie. Mais il faut savoir que mon mari, avec qui nous avons créé la ferme, était marin. Il avait un bateau-école qui s'appelle Fleur de Lampol, donc ça n'avait rien à voir. Et toutes ces personnes qui sont en transition, en changement complet de vie, viennent nous voir et nous disent, nous, l'agriculture nous intéresse. Mais quelle agriculture? Une petite agriculture vivrière, biologique bien évidemment, selon les principes de la permaculture ou de l'agroécologie de façon globale. Mais aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Ces personnes-là, pour pouvoir s'installer en agriculture biologique, comment trouvent-elles de la terre? Comment trouvent-elles très simplement l'information au niveau administratif pour savoir comment faire, comment créer une exploitation, comment devenir paysan? Comment trouvent-elles des terres, je l'ai dit, et comment se forment-elles à toutes ces techniques-là? L'enseignement agricole dont nous disposons en France aujourd'hui, excusez-moi, me semble complètement obsolète pour répondre aux challenges de demain.
Cet enseignement agricole, il s'inscrit complètement dans la lignée de la PAC. Mais la PAC, ça n'est pas l'agriculture. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui en France en termes de production agricole. Mais la PAC, on l'a bien dit, ça n'est pas l'agriculture de demain. L'agriculture de demain, c'est tout un tas de personnes, peut-être qui sont blasées de leur vie, qui ont envie d'un véritable changement, qui ont envie de mettre les mains dans la terre parce qu'il y a un véritable appel de la terre, qui vont vouloir s'installer, qui vont vouloir se former. Mais si vous lâchez des petits jeunes citadins comme ça dans la nature et vous leur dites, bah là c'est simple, dans le petit trou, là tu mets une graine, ça va pousser, t'inquiète pas. Ça va pas marcher. On va forcément aller à l'échec. Et toutes ces terres agricoles, on a bien un problème. Les terres agricoles qui filent à l'urbanisation, forcément, elles vont revenir à l'urbanisation si on les donne. Et c'est ça que nous disent un petit peu les opposants, notamment la SAFER, qui ne veut pas laisser les terres à ces jeunes installés. Et elle a raison d'une certaine façon. Il faut pouvoir former ces jeunes-là. Comment faire si nous n'avons pas de structure pour leur enseigner ces nouvelles techniques ? Comment faire pour les maintenir, pour accompagner leur installation? Alors moi, qui suis très pragmatique, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai plein de propositions à vous faire, Monsieur le Ministre, puisque nous sommes sur un consensus. Premièrement, l'enseignement agricole, c'est très simple. Alors soit on fait rentrer l'agroécologie, soit on confie l'enseignement de ces types de cultures à des particuliers. C'est ce que nous essayons de faire entre nos travaux de maraîchage et autres. À la ferme, on essaye d'enseigner ces notions de permaculture. Mais ce qu'on peut aussi et surtout faire, je pense, à l'heure actuelle, c'est créer de véritables structures qui sont des fermes, appelons-les expérimentales, pépinières peut-être de maraîchers. Ça marche très bien pour le maraîchage, mais c'est valable pour d'autres types de production. Des véritables pépinières qui vont accompagner ces jeunes candidats pendant 3 à 4 ans. Parce que la réalité, c'est qu'on n'apprend pas la terre en 6 mois ou en une année d'examen qui s'appelle ce fameux BPREA. La terre, on en fait l'expérience, et saison après saison, et si on se trompe une saison, ben, il faut réapprendre la saison prochaine. Donc on ne va pas se rattraper à l'examen suivant qui a lieu dans 2 mois. Il faut apprendre au rythme de la saison, des saisons, au rythme de la nature. Donc accompagner ces jeunes agriculteurs pendant 3, 4 ans, dans des fermes expérimentales, des fermes pépinières qui pourraient être financées par l'État, suivies par l'État avec des formateurs, mais un véritable lancement de cette agroécologie. Nous avons les moyens de le faire. Il suffit de très simplement faire mettre dans de petites lignes de crédit, les changer. Ferme expérimentale, pépinière de maraîchers. Je crois qu'il y avait une question, je crois, par là. Oui. C'était ça la question? Ah bon, bah alors il y en a une autre là. Et il y en a là-bas? Bonjour messieurs, je suis un peu du monde agricole, mon père est agriculteur et en fait c'est un peu paradoxal. D'un côté, on pousse vers l'agriculture biologique et d'un côté, on pousse vers l'agriculture extensive. Donc la plupart des agriculteurs sont face à un paradoxe. Et on les pousse dans les 2 paradoxes. Et c'est assez énigmatique. Et donc je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire? Bien. Oui. Si on n'a pas répondu à cette question d'ici 16 heures, je suis inquiet. La direction, je pense qu'on est tous d'accord sur la direction. C'est l'agriculture durable. Ce n'est pas une question d'extensif, intensif, c'est durable. Durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire économe de la ressource, et de toutes les ressources. C'est pas simple. Pendant des années, on a utilisé des intrants d'origine fossile, et on en a mis le plus possible un petit peu partout, en disant comme ça va pousser plus vite, et on gagnera plus d'argent. Ça continue, bien entendu, parce que vous ne changez pas les modèles du jour au lendemain. Regardez, on veut tous arrêter la bagnole, l'utiliser moins. Bah, c'est un peu long à venir, forcément. Le nucléaire, c'est plus simple. On ne va pas se lancer sur le nucléaire, je ne suis pas sûr que ce soit le débat. Mais on veut une agriculture durable, utiliser moins d'intrants. Parce qu'on sait que les intrants, ce n'est pas la bonne solution pour l'économie de la terre elle-même, et puis ce n'est pas la bonne solution pour le portefeuille du paysan. Parce que tous les paysans, que ce soit votre père ou tous ceux que je rencontre toutes les semaines, ils me disent la même chose. Ce qu'on gagne en augmentation du prix de vente, parce qu'aujourd'hui les prix d'un certain nombre de production ont augmenté, on le perd de toute façon dans l'augmentation de nos coûts de production. Donc au bout du compte, on ne gagne pas plus. Alors moi, je veux que les paysans gagnent plus. C'est ma responsabilité. Je veux qu'ils gagnent plus. Donc il faut utiliser moins d'intrants, moins d'éléments d'origine fossile. Deuxième élément, il faut être respectueux de la terre.
Parce que la terre, elle s'épuise, elle se lasse à force de mauvais traitements. Donc il faut arriver à la laisser, je dirais presque, s'exprimer. C'est un changement considérable parce qu'on a considéré pendant très longtemps que la terre, dans le fond, a été corvéable à merci, qu'on pouvait en tirer le plus possible, le plus rapidement possible, et que quoi qu'il arrive, ça n'avait pas d'importance. On est en train de prendre conscience qu'il y a un risque d'épuisement des sols, qu'il faut les préserver et donc pratiquer une agriculture différente. Il faut revenir à la jachère, bien entendu, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais tout ça, c'est des pratiques qui ne se changent pas du jour au lendemain. Et Perrine le disait très bien d'ailleurs. La question du rythme et du temps en agriculture est une question absolument essentielle. Pourquoi est-ce que, par exemple, je me bats autant pour le maintien d'une régulation européenne sur les marchés? C'est précisément parce que l'agriculture n'est pas une production comme les autres. Il n'y a pas un bouton stop et il n'y a pas un bouton on. Vous n'arrêtez pas la production de lait chez une vache comme ça parce que tout d'un coup le prix s'est effondré, on arrête la production de lait et le prix remonte. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Une vache, ça met 2 ans avant de produire du lait. La terre, les saisons font les productions. On n'arrête pas la production en fonction du prix du marché. Il faut retrouver le sens du temps dans l'agriculture. C'est le sens aussi de la régulation des marchés. Mais c'est ça que l'on souhaite. Une agriculture durable, moins consommatrice d'intrants, moins consommatrice d'énergie fossile, plus respectueuse de la terre, plus respectueuse du rythme des saisons, plus respectueuse aussi des variétés pays par pays. Une agriculture qui retrouve le sens d'une alimentation respectueuse, elle aussi, de l'environnement. Oui, il vaut mieux que nos bovins soient nourris à l'herbe plutôt que nourris avec du maïs OGM. Et oui, c'est compliqué à défendre comme idée, parce que ça veut dire préserver de l'herbe, des champs, la capacité pour les animaux de se nourrir à l'herbe, plutôt que de les nourrir avec des tourteaux de maïs OGM. Et c'est compliqué parce qu'une fois encore, derrière chacune de ces décisions, il y a des problèmes techniques. Est-ce que vous connaissez les râteaux-pieds, par exemple? Les râteaux-pieds. Ah oui, vous voyez, vous ne connaissez pas les râteaux-pieds. Mais si, bien sûr. Mais les râteaux-pieds sont un des éléments majeurs du problème des éleveurs dans le Massif central. Parce que dans le Massif central, on veut développer l'élevage à l'herbe. Mais il se trouve que sur tous les champs d'herbe dans le Massif central, il y a des petits rats qui s'appellent des râteaux-pieds, qui creusent des galeries et qui foutent en l'air l'herbe. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'herbe à la fin. Et donc, il n'y a plus d'élevage à l'herbe. Donc, il faut résoudre le problème des râteaux-pieds si vous voulez garder un élevage à l'herbe dans le Massif central. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour les râteaux-pieds, moi j'ai juste une solution. Hein. Il y a une race de chiens qui s'appelle les Jack Russell, qui ont été éduqués spécialement en Angleterre pour chasser les rats. Super voilà. Efficace. Pardon. Je crois qu'il y a des... là-bas derrière, je vois. Et après, là, oui. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai, au cours d'une réunion pour les cantonales, j'ai assisté. Un des représentants qui était là parlait du futur projet immobilier sur le plateau de Saclay. Or, vous savez que les agriculteurs bio de la région Île-de-France sont en manque de terrain et ils ne sont incapables de fournir la demande sur l'Île-de-France et sur Paris. Alors, que comptez-vous faire pour empêcher cette bétonisation de la région parisienne qui induira un trafic supplémentaire sur la N118 et tout ce qui s'ensuit? Je vais être très court. Les agriculteurs d'Île-de-France, tous les agriculteurs, notamment les agriculteurs bio, doivent être directement associés aux choix qui seront faits sur le plateau de Saclay. Cela me paraît absolument indispensable. Je transmettrai votre message à qui de droit et je ferai valoir les droits des agriculteurs, notamment des agriculteurs bio, dans le cadre du projet de Saclay. Voilà qui est une réponse claire. Pardon. Derrière encore, je vois. Ah oui, oui, monsieur. Non, mais je vois plein de doigts. Donc... Attendez, ça vient tout de suite, ça vient tout de suite. Oui. Vigneron. Alors peut-être d'abord monsieur le vigneron. Ah non, le vin d'abord, pardon. Oui. Vous m'entendez? Ça oui, marche là? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est très bien. Je suis vigneron et président de l'Uva Corse, regroupant les vignerons corses produisant des vins AOC. Depuis 30 ans, nous avons choisi
opiniâtrement la voie de la qualité. Contre ce qui se faisait avant, n'en parlons plus. Nous sommes arrivés à un très bon résultat. Maintenant, nous avons des vins qui sont réputés dans le monde entier. Et depuis 2 ans, on nous a pondu un nouveau règlement d'agrément des vins en AOC. C'est insupportable. Nous sommes sous une chape de plomb. Et je ne sais pas si encore ça vient de la vieille imprimerie, mais on ne reçoit... Il n'y a pas de semaine qu'on ne reçoive un oukase nous demandant de remplir des questionnaires, encore des questionnaires. On n'en peut plus, on ne fait plus que de la bureaucratie. Monsieur le ministre, il faut rectifier ça, c'est pas possible. Ça dégoûte les gens du métier. Ah, c'est bon. Message reçu, je partage entièrement votre avis. Je voudrais rendre hommage... Non, mais je voudrais quand même profiter de votre question pour rendre hommage à la viticulture corse et au choix qu'elle a fait, parce qu'elle a fait le choix de la qualité, elle a fait le choix d'une vraie intransigeance en matière de culture vigneronne, et ça donne les résultats que l'on voit, c'est-à-dire un vrai succès de la viticulture corse. Et vous m'enverrez une caisse de patrimoniaux pour me remercier de ces propos sur le vin corse. Deuxième remarque, sur l'allègement des contraintes administratives, je suis bien d'accord avec vous. Je précise aussi qu'il y a une autre bataille qu'on est en train de livrer, parce que je veux aussi expliquer à quel point la contrainte politique est forte. Vous avez un certain nombre d'États qui veulent libéraliser les droits de plantation partout en Europe. Ça veut dire quoi, libéraliser les droits de plantation? Ça veut dire avoir le droit de prendre des cépages qui sont cultivés en Corse, les faire pousser n'importe où ailleurs en Europe et prétendre que c'est des vins corses. Si on choisit cette voie-là, c'est la mort de toute la viticulture française. Ça fait partie des combats qu'il faut vraiment continuer à livrer. Je suis totalement hostile à la libéralisation des droits de plantation dans la viticulture européenne. Vous avez encore une ou deux questions? Oui, madame. Bonjour, Mylène Roche, je suis scientifique, je suis ardéchoise, origine du village de Villeneuve-de-Berre en Ardèche. Donc, avec toutes ces belles paroles sur la terre, l'eau, comment faire avec le gaz de schiste et son exploitation qui est promis à la France? Merci. Juste, donc, il y a Gazland demain soir qui passe sur Arte et il y a une manif à Meaux qui est prévue le 16 avril. Oui, Philippe Desbrosses. Je ne vais pas répondre sur le gaz de schiste parce qu'on dirait qu'il y a une empoignade actuellement, une sorte de fuite en avant sur la Terre où il faut exploiter tout de suite comme si demain tout était fini, quoi, en quelque sorte. Et c'est peut-être la vérité d'ailleurs. Mais ça, c'est apparu récemment encore. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait injecter dans la Terre, casser le sous-sol, mettre des poisons dans la Terre, puisqu'il s'agit de cela, pour encore aller chercher encore un peu plus de gaz à effet de serre. Alors qu'il faudrait au contraire réduire notre consommation, consommer de manière plus raisonnable, aller peut-être vers la simplicité volontaire, ou comme disait ce matin Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Mais puisque je vois l'heure qui tourne, je ne voudrais pas oublier de remercier François Lemarchand et Françoise pour avoir permis cette rencontre et ce partage que nous avons tous et qui s'est fait dans avec une certaine harmonie quand même. On aurait pu imaginer qu'on allait opposer les modèles les uns aux autres et qu'il y aurait beaucoup d'agressivité sur le plateau. J'en ai pas vu, j'ai vu des débats qui nous ont beaucoup apporté les uns les autres. Et simplement pour rappeler que le problème fondamental, c'est le retour à la terre. Si 35 000 exploitations disparaissent encore tous les ans, ou 30 000 maintenant parce que ça diminue, disons une exploitation tous les quarts d'heure en France depuis 40 ans, une hémorragie silencieuse. On a vu les suicides, c'était aussi silencieux pendant un certain temps. Maintenant, vous en parlez et c'est bien justement de prendre ce problème à bras-le-corps. Mais le problème majeur qui se pose, c'est qu'on ne pourra pas continuer à faire de l'agriculture avec des molécules chimiques qui remplacent les paysans dans les champs. On ne peut pas le faire avec la pétrochimie. D'abord parce que les sols n'en peuvent plus. On a perdu 1/3,
30%, 33% des terres arables sur la planète en 30 ans, et c'est d'ailleurs dans le livre de Michel Barnier, en 95, sur les grands problèmes majeurs de notre société. Donc on doit absolument rapprocher de la terre. Et moi qui ai écrit « Nous redeviendrons paysans » il y a 25 ans, vous pensez, si j'attends avec impatience ce moment où on va inverser les choses pour aller vivre en harmonie dans la nature, pour développer des emplois, des économies locales, faire de l'économie en boucle, de l'économie circulaire, faire qu'un territoire ne produise plus simplement une chose, mais plusieurs choses simultanément, comme le fait Perrine, comme le démontre Perrine, parce que d'un territoire, on peut faire produire beaucoup plus. Il y a des exemples absolument jubilatoires, que ce soit au Japon, malheureusement. Je ne sais pas si notre ami Takao Furuno, qui élève des canards dans ses rizières et des gardons sous les canards, et qui fait donc 3 productions en strates sur un même territoire, et qui booste ainsi la production de son territoire, ce qui fait que, d'après les économistes anglais, si 2% du Japon travaillait ainsi, le Japon pourrait être autosuffisant. Voilà, c'est extraordinaire. Comme Cuba ou la ville de La Havane, qui, sans vouloir faire l'apologie du régime de Castro, c'est pas le problème, simplement de voir quand on est dans une grande détresse, qu'on ne sait plus, qu'on doit se nourrir, qu'on n'a plus les moyens, je dirais, sophistiqués de le faire, eh bien, tout naturellement, les gens ont transformé le moindre terrain vague, les parcs naturels, le balcon, les pelouses, en potager, verger improvisé, qui fait qu'aujourd'hui, la Havane, après avoir failli mourir de faim, le peuple cubain produit à la Havane non seulement son autosuffisance, mais une production excédentaire de fruits et légumes, puisque la Havane produit 300 000 tonnes de fruits et légumes par an, ce qui est quand même invraisemblable. Culture urbaine, interstitielle. Donc, il n'y a pas de problème de famine. On peut très bien nourrir 20 milliards de personnes sur la planète. Ça a été évalué par un certain nombre d'économistes, que ce soit Amartya Sen ou tous ces gens qui, quand même, font autorité, prix Nobel d'économie. Donc, on peut le faire. Il y a plein d'espoir. Il faut se rappeler ce qu'a dit François Lemarchand pour commencer ce colloque, que pendant que l'arbre s'effondre, notre civilisation actuelle, que ce fracas de l'arbre qui s'effondre ne nous fasse pas oublier le murmure de la forêt qui pousse, parce qu'en fait, on est la forêt qui pousse. Il faut qu'on reparte avec une grande bouffée d'espoir de ce colloque, et merci François, et merci Françoise pour l'avoir organisé. Bon, l'heure a tourné, ce propos aurait pu être conclusif, mais je voudrais peut-être vous donner à chacun la possibilité de dire un dernier mot en répondant à la question suivante. Ce qui me frappe de ce débat que nous venons d'avoir, et vous l'avez souligné certains, c'est son caractère consensuel. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a une convergence entre un ministre, le représentant d'une très grande entreprise industrielle, enfin de distribution, des agriculteurs bio. Est-ce que ce consensus, les uns et les autres, vous pensez qu'aujourd'hui il est réel dans la société française, ou est-ce que c'est parce que le débat était mal animé? Quelle est votre explication? Je me lance pour la réponse. Non, je ne pense pas que le débat a été mal animé, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je me suis fait exactement la même réflexion. Et je me suis dit que ce serait sans doute beaucoup plus délicat pour vous, monsieur le ministre, si vous aviez eu affaire à un parterre de syndicalistes de la FNSEA. Vous n'auriez peut-être pas tenu le même discours. Ça aurait été moins facile en tout cas. Mais ce consensus me semble réel et sincère. Il est clair que nous avons relevé les difficultés, les choses à surmonter, ces handicaps aussi bien techniques que ceux que nous pouvons avoir sur le terrain. Donc moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que nous allons nous revoir, nous allons parler de formation agricole, nous allons parler d'accessibilité de la terre à ces nouveaux installés ou ces candidats à l'installation, et à la façon, dans les 20 années qui viennent, de pouvoir transformer notre agriculture dès lors que l'on sait qu'une agriculture durable est tout aussi productive. Merci. Lars? Écoutez, s'il y a un consensus, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de choix. Hein. Donc, le développement durable, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui, dans ma société, qui était un choix à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est une nécessité pour le moment, pour l'économie qui est locale, pour le social, pour l'environnement. Donc, ce n'est plus un choix. La question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble
pour justement amplifier ce mouvement-là. Encore une fois, c'est une question à la fois sur le plan politique, c'est une question d'informer et donner le choix, et c'est également cette fantastique, je dirais, des passions que je vois également à travers des initiatives individuelles. Donc pour moi, c'est un développement tout naturel qu'il convienne à accompagner. Merci. Bruno Le Maire. Je vais quand même trouver un petit point de désaccord avec Perrine, parce que sinon vous allez tous être déçus. Le petit point de désaccord, c'est que, évidemment, je tiendrai le même discours. J'étais à Saint-Malo devant la FNSEA et j'ai tenu exactement le même discours. Il faut aller vers une agriculture durable et tous les paysans, y compris les paysans de la FNSEA, en sont bien convaincus. La ligne de partage, elle n'est pas en France, entre les Français. La ligne de partage, elle est entre la France et un certain nombre de partenaires européens qui ne veulent pas aller dans cette direction-là, soyons clairs, et qui ont décidé de renoncer à l'agriculture européenne. Cela, il faut les convaincre que l'agriculture en Europe est essentielle et que cette agriculture sera durable. Et la deuxième ligne de partage, je le vois comme responsable des travaux du G20. On aura pour la première fois une réunion des ministres de l'agriculture du G20 qui aura lieu à Paris en juin. La vraie ligne de partage est avec la Chine, est avec l'Inde, est avec le Brésil, où j'irai la semaine prochaine, où cette idée qu'il faut une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture durable, où on change nos pratiques, n'est pas encore partagée, reconnaissons-le. Parce que le souci premier du Premier ministre chinois, c'est de nourrir 1,2 milliard d'habitants chaque année, quelle que soit l'origine de la production et quels que soient les modes de production. La question pour le président brésilien, c'est que l'agriculture représente une part tellement importante de son produit national brut, et donc de la richesse de ses propres habitants, qui sont un peu moins regardants que nous sur les conditions de production. Eh bien, à nous de faire en sorte que l'agriculture française soit une agriculture durable, mais soit surtout un exemple pour l'Europe et pour le reste du monde. Bien, il me reste à vous remercier, nos 4 participants, à remercier l'ensemble des étudiants qui avaient préparé ce panel et à remercier l'ensemble du public et à l'inviter à aller prendre un sandwich à la sortie. Merci beaucoup. Au revoir.